Dans la matinale du week-end, retrouvez toute l'info santé et bien-être sur Vive FM. Oui, sur Vive FM, eh bien, oui, vous êtes bien sur Vive FM, dans l'émission spéciale sur l'après-confinement. Enfin bref, on se pose plein, mille et une questions. Et pour répondre un peu à toutes vos questions, toutes vos interrogations, car il y en a mille et une, et puis tout ça objectivement, j'ai à ma présence ici dans les studios des spécialistes qui vont pouvoir nous répondre, ceux que vous connaissez, des chroniqueurs. Entre autres, il y a à ma gauche Olivier. Bonjour Olivier, tu es naturopathe. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Pierre-Henri, bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Hervé, bonjour Aïcha. Vivons en pleine forme, surtout à Noyon. Oui, absolument. Et donc moi, je suis président de l'association Noyon en pleine forme qui milite pour la promotion des médecines douces, des approches alternatives de la santé et du bien-être. Et on en a bien besoin en ce moment. Tout à fait. Et puis elle arrive là dans les studios, elle va nous faire un petit coucou tout à l'heure. Elle arrive, c'est Sabina qui est la partie littéraire, mais qui pourra quand même nous parler elle personnellement de cette période, de ce second confinement pour soi-disant cette deuxième vague. Alors moi j'ai une première question, est-ce que le Covid-19 est une bronchite infectieuse? Qui peut me répondre là-dessus? Est-ce que Olivier, à ton avis? Alors à mon avis, je ne suis pas médecin donc je ne peux pas donner un avis aussi précis. Mais non, le Covid-19, c'est pas une bronchite. En fait, c'est plus compliqué. On est sur un virus qui va jouer sur la coagulation, qui va jouer sur les problèmes pulmonaires. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Oui. Et justement, ce problème un peu plus compliqué, ce Covid, est-ce qu'on nous annonçait des morts et des morts et des morts et des morts. Est-ce que on mettait pas un peu tout le monde dans le même panier? Un arrêt cardiaque, est-ce que ça faisait pas partie des morts du Covid? Est-ce que un mort de vieillesse faisait pas partie des morts du Covid? Parce qu'on sait que quelque part il y avait pécuniairement il y avait cette attraction, n'est-ce pas, aussi bien pour les médecins que pour les hôpitaux, hein. Tout à fait. Oui, j'ai vu des informations aussi qui allaient dans ce sens. Et on a mis beaucoup de choses avec l'étiquette Covid qui n'était peut-être pas toujours Covid. Oui. Pierre-Henri, tu as ton avis là-dessus, sur ce qui s'est passé un petit peu au niveau du Covid, de tous ces morts qu'on nous a annoncés? Oui, écoute, je pense qu'on est des êtres humains et basiquement, on est des êtres d'émotion. Oui. Donc on réagit avec nos émotions. Et il y a des gens, quand ils entendent la mitraille, ça leur fait pas grand-chose. Et il y en a d'autres qui deviennent un petit peu parano. Et je pense qu'on a eu un mix des deux dans cette situation. On a eu des gens qui se sont comportés avec un grand sérieux, une grande rigueur intellectuelle, et puis d'autres qui sont partis en panique. Et peut-être que dans cela, il y a certaines personnes qui font partie du gouvernement. Oui, et puis puis il y en a d'autres qui se disent médecins aussi, j'en ai vu, hein, qui se disent médecins, qui ont fait pas mal de plateaux de radio, pas mal de plateaux de télévision, et puis que quand tu regardes bien derrière, ces médecins, on se donne un nom médecin, et derrière on voit qu'ils font partie de certains laboratoires. Oui, alors après, c'est intéressant de savoir pour qui roule. Oui. Et en écoutant les uns et les autres sur les grands médias, que ça soit télévisé ou journaux, on sait un peu pour qui roule, quoi. Oui. Voilà. Et clairement, on a entendu peu de personnes qui étaient favorables aux médecines naturelles dans les grands médias. Et justement, dans ces cas-là, pour l'histoire du Covid-19, déjà une première question, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on l'attrape, on le garde toute sa vie? Olivier? Oui, tu dis. Quand on a été malade, le système immunitaire garde une mémoire des virus et des bactéries contre lesquelles il a dû lutter. Très, très bonne réponse. Alors, donc, ça veut dire que si j'attrape le Covid, mon corps fabrique des anticorps. Donc, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Alors, en fait, c'est plus compliqué parce que le Covid, c'est un peu comme la grippe, c'est un virus qui mute. Et il mute même beaucoup. Donc, en fait, c'est pour ça que certains ont pu l'attraper plusieurs fois. En fait, ils n'ont pas attrapé le même virus. Ça reste le Covid, mais un petit peu différent à chaque fois. D'où une immunité à refaire à chaque fois aussi. Et là, on est arrivé à combien de mutations là? Parce que il y a des vaccins qui sortent actuellement avec la version du mois de mars-avril. C'est un peu comme pour la grippe, c'est ça. Les vaccins sont faits sur une souche particulière du virus, mais le virus, c'est quelque chose de vivant. Donc il continue d'évoluer. Il a évolué avant, il évolue après.
Donc il faut espérer que le vaccin va nous donner une immunité sur la bonne souche. Mais comme il mute beaucoup, on peut se poser des questions. Oui, parce que j'en étais resté lorsque je suis rentré de vacances avec un médecin, un spécialiste qui nous disait celle du Nord c'est passé, maintenant c'est celle du Sud qui nous arrive. C'était pendant juillet-août, si mes souvenirs sont bons. Tu vas me contredire peut-être. Non, mais je parle sous ta responsabilité aussi. Là, on en est à combien 4, 5 de versions de mutations? Beaucoup plus. Non, Beaucoup plus. Oui, je crois que ça se compte en centaines. À ce point-là? Oui, il y a plein de... C'est le professeur Raoul qui a fait des analyses, qui a séquencé les virus et il nous montrait des tableaux et ils en ont plein. Plein de mutations en fait. D'accord. Donc la solution, c'est peut-être pas de vouloir se protéger contre un virus particulier, mais peut-être de renforcer son système immunitaire. Pour pouvoir, tout à fait. Alors là, il y a une incohérence quelque part de la part de nos dirigeants. Lorsqu'ils nous disent « Ah, vous êtes positif, donc on va vous confiner, on va vous mettre en quarantaine, entre parenthèses. » Alors que, au contraire, il faut mieux être positif parce qu'on a des anticorps. On est d'accord avec moi, là? Oui et non, parce qu'en fait, c'est quand même dangereux. Donc, être positif, ça veut dire potentiellement être malade. Oui. Et si on a déjà un système immunitaire affaibli, si on a déjà une personne, comme on dit, à risque, ça peut être dramatique. Mais je parle une fois qu'on l'a eu, qu'on en ressort, comme le professeur Perron qui en est sorti. Parce qu'il y a quand même des gens qui s'en sortent. Il n'y a pas que des morts. Hein. Faut pas le. Heureusement. Hein. La plupart s'en sortent. Quand même. Ouais. C'est quand même 0,05% de mortalité. Oui. Voilà, des Français qui sont atteints, qui meurent de ce virus. C'est rien. Donc côté du quelque cancer. chose qui est 0,05, qui touche 0,05% de la population de façon mortelle, qui nécessite de confiner toute la population, c'est quand même assez délirant. Ouais. On est proche de la grippe. Oui, tout à fait. Donc c'est une mauvaise grippe, on dira, c'est comme ça. On pourrait dire ça. Comme ça a été dit, fut à un moment donné au début. Hein. Oui, tout à fait. Mais quand même, comme c'est une nouvelle maladie, on a été un peu pris au dépourvu. En tout cas, ceux qui nous dirigent ont été un peu pris au dépourvu. Les instances de santé aussi. Et ça a créé une panique face à laquelle il y a eu des réactions qui ont été un petit peu disproportionnées. Je pense que c'est la nouveauté de ce virus qui a créé une espèce de folie furieuse. Et donc des décisions qui ont été prises qui étaient certainement de la surréaction par rapport à ce que c'est réellement. Parce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, quand on parle de Covid, on sait à qui on s'adresse, alors que c'était pas le cas au tout début. Donc ça a été certainement un facteur de panique. Et le corona, c'est quoi exactement? Parce que on nous parle de corona, mais ça nous menace depuis combien de temps, ce corona? Il y a toujours eu du corona, entre parenthèses. Corona, oui, c'est une famille de virus. Il y a toujours eu des virus. Longtemps, tout à fait. Mais il y a plein de virus de type corona, dont le Covid qui en est un nouveau, en fait. Oui. Et dans le Covid, on descend la pyramide. Dans le Covid, là, on a encore une nouvelle pyramide avec plein de ramifications. C'est ça, tous les virus sont en fait, c'est un peu comme pour les humains, les singes. On a fait toute une phylogénie sur les virus et on sait qu'il y a les coronavirus et il y a d'autres virus, d'autres types de virus. On connaît à peu près les liens entre certains. Donc c'est une grande famille. Maintenant, on va se tourner un peu du côté de Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour tout le monde. Dis-moi, toi, tu as vécu comment ce confinement? Alors moi, je suis un peu différente de tout le monde, apparemment, tout le temps. Donne-nous plein de conseils alors. Moi, j'ai super bien vécu le confinement. Pourtant, le premier, mon mari a fait un super infarctus. Il est resté 6 semaines en réa et j'ai quand même très bien vécu ce confinement. Mais moi, j'ai pas du tout cédé à la peur et je suis restée sur ma position de départ, c'est-à-dire que quand on a entendu ça, j'ai dit à mon mari, il faut aérer, il faut renforcer notre système immunitaire et puis voilà quoi. Et les gestes barrières, je les ai enseignés pendant 12 ans dans un établissement hôtelier, donc je les ai intégrés, c'était il y a 30 ans. Et le lavage des mains, je n'utilise jamais de gel hydroalcoolique. J'ai dû en utiliser 2 fois parce qu'on me l'a imposé dans un restaurant à l'époque où ils étaient ouverts. Et j'ai demandé au restaurateur, je lui dis, ça pose un problème? Il me dit, oui, je vais avoir des ennuis. Je lui dis, pour vous, je le fais.
Et dans un magasin, c'était pareil. Sinon, moi, le gel hydroalcoolique, même quand je les ai installés au moment du SARS, de la grippe H1N1, j'ai été obligée, j'étais responsable des services généraux dans une entreprise. J'ai installé, puisque c'était obligatoire, il fallait faire un plan de continuation. Ça avait été aussi une des premières paniques à l'époque. Et c'est pareil, ça avait fait un flop, parce que de toute façon, la population, elle s'est pas retrouvée à genoux. Et jamais je l'ai utilisé. Et tout simplement parce que dès que vous mettez une solution alcoolique, etc., vous abîmez votre film hydrolipidique. Il faut plusieurs heures pour le reconstruire. Et du coup, après, ça vous fragilise. C'est-à-dire que, là où je rejoins complètement le fait qu'il faut renforcer son système immunitaire. Oui. Pourtant, je suis population à risque, j'ai plus de 60 ans. Et je porte très peu le masque, uniquement parce que j'ai pas envie de payer 135 €. Mais ça, c'est pareil, réaspirer du gaz carbonique, etc. Moi, rien que l'idée, si vous voulez, ça me pose problème. Après, je trouve qu'on a perdu le bon sens. Le bon sens moyen qui est des maladies, il y en a partout, on a plein de bactéries, plein de champignons dans le corps, etc. Heureusement. Des virus, on en a, et on en a l'été, on en a l'hiver, on en a tout le temps, et il ne partira pas comme ça. Donc voilà. Maintenant, je sais aussi que je suis responsable et que si jamais je l'attrape, je l'attrape. J'ai dit à mes enfants, voilà. Sachez que c'est en toute responsabilité. Alors, par rapport au masque et par rapport au gel hydroalcoolique, là, on commence à avoir une montée de protestation de la part de dermatos, parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus, il y a des personnes qui arrivent avec des problèmes de peau. Exactement. Et comme vous avez besoin parfois de 2 mois pour avoir un rendez-vous chez un dermato, ils y sont pour rien, les pauvres. Mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Comment vous faites, quoi ? Et la prévention, c'est quand même mieux au sens où... Bon, effectivement. Et en plus, on sait maintenant que les masques sont en plastique, avec des... il commence à s'élever des voix contre la pensée unique qu'on a eue sur tous les plateaux télé depuis le début, quoi. Alors, je dis pas qu'il y a eu que des âneries qui ont été dites. Je dis pas qu'il faut absolument... Je suis pas du tout complotiste, parce que vous savez, actuellement, c'est à gauche ou à droite. Et quoi. Si tu dis pas comme voilà, c'est-à-dire c'est la pensée unique, ou alors vous êtes un complotiste. Non, il y a la voie du milieu qui peut, puis on n'est pas obligé de laisser son intelligence et son bon sens au vestiaire, quoi. Vraiment, moi, j'invite chacun à vraiment essayer de réfléchir et de voir ce qu'il ressent et comment il vit les choses, parce que c'est hyper important d'avoir le moral, de pas céder à la peur. C'est vrai que le gel hydroalcoolique, lorsqu'on est à l'extérieur, ok, c'est pratique, mais lorsqu'on est chez soi, rien ne vaut le savon et de l'eau. Exactement, bien sécher les mains, parce que c'est vrai que l'humidité pose problème après, bien sécher les mains à chaque fois. Mais je vous dis, dans l'hôtellerie, moi, il y a 30 ans, on se lave les mains. Les élèves me disaient toujours, ah oui, mais avec vous, on se laverait les mains sans arrêt. Oui, vous travaillez avec des aliments, les chéris, donc faites des efforts quand même et tout. Mais là, c'est valable tout le temps de se laver les mains. C'est vrai, Olivier, comme elle vient de dire, Sabina, on vit avec plein de virus sur notre peau, enfin plein de bactéries sur notre peau et à l'intérieur, entre autres notre flore intestinale. Oui, tout à fait. La flore intestinale, je dis souvent, on a 10 fois plus de micro-organismes dans l'intestin que de cellules humaines dans notre corps. Donc, il n'y a que ça autour de nous, des virus, des bactéries. On vit avec depuis le début. Et on ne pourra pas les tuer. On vit avec, c'est nos amis, en fait. Il y en a quelques-uns qui sont pathologiques, mais c'est en fait une petite minorité. Donc, on en a besoin pour vivre. FM. Alors, comme je vous le disais, émission spéciale sur le Covid-19, entre autres, sur le confinement, comment vous avez vécu, comment ont vécu aussi nos chroniqueurs ici sur l'antenne de Vive FM. Donc, on revient dans notre émission spéciale. Y a-t-il une gravité de la situation telle que nous présentent nos gouvernants, monsieur Pierre-Henri ? Écoute, Hervé, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ton moral va influer sur ton immunité. Oui. C'est-à-dire donc, que je suis au taquet, là. Plus t'as peur, plus tu as des chances de tomber malade. J'ai peur. Voilà. Donc clairement, si tu te promènes dans la rue et que tu penses que tu vas te faire agresser, par le corona, par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te faire agresser que si tu penses que tout va bien aller. D'accord ? Parce qu'on s'attire avec nos pensées ce qui va nous arriver dans la vie.
Et clairement, nos émotions, Olivier le dira beaucoup mieux que moi, nos émotions influencent sur notre système immunitaire. Alors toi, comment on voit la situation, Olivier ? Oui, je confirme, effectivement, le système immunitaire peut être affaibli par plein de facteurs, dont justement le stress et la peur. On dira que c'est le moral d'abord. Exactement, ça commence dans la tête en fait au départ, mais après c'est dans le corps quand même. Mais voilà, la gestion du stress et de la peur, c'est capital, c'est probablement pour moi un des facteurs de risque les plus importants. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler. Les médecins, ils sont là toujours pour le dire. Hein. Le premier facteur de guérison, c'est le moral. Exactement. Oui, s'il n'y a pas le moral, s'il n'y a pas l'envie de vivre, c'est fini. Hein. Oui. Et il y a d'autres facteurs qui vont diminuer l'immunité, qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est toute l'hygiène de vie. En particulier, j'en parle tout le temps, c'est l'alimentation, on est ce qu'on mange. Donc ça va avoir un impact très très important. C'est par l'alimentation qu'on va apporter par exemple des protéines, et les anticorps, c'est des protéines. Donc le système immunitaire fonctionne avec les protéines qu'on a mangées. Et justement, par rapport à ce virus, tu as quelques petites recommandations dans certains aliments, surtout en cette saison ? Alors oui, il y a des aliments qui vont être intéressants pour stimuler l'immunité. En fait, c'est des aliments qui vont être bons pour le microbiote. Le microbiote, c'est toutes les bactéries qu'on a, tous les micro-organismes qui vivent à l'intérieur dans notre intestin. Et en fait, ils éduquent notre système immunitaire. C'est eux qui vont avoir un rôle très important pour ça. L'intestin est le premier organe qui gère l'immunité. Donc tous ces aliments, toutes les fibres, tous les aliments qui vont être bons pour le microbiote vont être bons pour aider le système immunitaire. Après, il y a des caractéristiques. Il y a l'ail, par exemple. L'ail qui est un antifongique, un anti-infectieux, un antibactérien. Donc si vous aimez l'ail, ça sera un aliment intéressant pour ça. Et justement, je parlais avec toi cette semaine de notre ami Thierry. Je disais que après justement qu'on ait évacué tous ces microbiotes, parce qu'il me parlait de la bouse de vache fraîche. Donc le système le système digestif animal est proche de celui de l'humain. Ils ont aussi des microbiotes. Absolument. Donc la bouse de vache fraîche, lui, il l'utilise pour cicatriser parce qu'il dit qu'il y a encore des microbiotes à l'intérieur vivants qui servent à la cicatrisation et puis au nettoyage de certains arbres et de certaines plantations. Hein. D'accord, tu m'en apprends là, je ne savais pas ça. Oui, mais lui, mais je lui dis tiens, il faudra que j'en parle justement. On lui fait un petit coucou à notre ami Thierry qui est reparti là tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il avait des obligations aujourd'hui, mais qui nous a parlé tout à l'heure de ce terrain que lui, il met toute cette bouche j'arrive pas à le dire, cette bouse de vache fraîche sur son terrain. C'est pas facile à dire, mais tu sais, c'est la reprise. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. C'est là, oui, ça. Faut marcher dedans, ça porte bonheur. Il paraît. Il utilise, lui, énormément. Il en utilise énormément et il le met aussi sur le compost. Avec son compost, il l'utilise. Il trouve que ça aère et que ça aide justement le jardinier dans ses plantations. Et puis, oui. Effectivement, les bactéries sont nos amis. Donc, plus il y a de bactéries qui vivent autour de nous, et mieux ça va en fait. Donc la diversité du microbiote, la diversité des bactéries, le compost, c'est des bactéries qui vont changer la structure de ce qu'on a mis dans le compost et qui vont le rendre intéressant pour le jardin. Donc les bactéries sont nos amis. Alors une question par rapport à tout ça. Est-ce la fin du toujours plus, Pierre-Henri? Est-ce la fin du toujours plus avec ce qu'on nous annonce? Tu sais, moi je pense qu'on est à un croisement. Oui. Soit on va vers le tout médical, et ça va être la dictature sanitaire, c'est-à-dire que tu pourras plus sortir de chez toi si tu n'as pas ton certificat vaccinal, tu n'as pas pris tel ou tel médicament contre telle ou telle maladie qui pourrait éventuellement t'arriver avec une chance de 0,005%. Ok, donc voilà, soit le lobby médico-pharmaceutique prend le pouvoir et auquel cas on va être soumis à leur dictature, soit les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut pas rentrer dans cet engrenage sans fin. Et je pense que vraiment que les prochains jours, les prochains mois vont être décisifs. Soit c'est le lobby médical qui prend le dessus et on va être avec des vaccinations obligatoires, on va être avec un passeport de vaccination, avec des médicaments imposés, avec un masque imposé en permanence, parce que pourquoi pas, hein,
C'est comme si sur la route, on disait il faut plus dépasser le 30 km/h en dehors des villes et le 10 km/h en ville, parce que s'il y a des morts sur la route, c'est insupportable. Voilà. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de morts à cause de ce virus. Et donc, soit on dit, mais c'est le virus qui doit prendre le dessus sur toutes nos décisions. Donc, il faut absolument empêcher que les gens tombent malades. Et donc, on rentre dans une dictature sanitaire. Ou alors, on dit, effectivement, si on vit, on a des chances d'avoir des accidents, des maladies, etc. Ça fait partie de la vie, d'attraper des maladies, et il ne faut pas que notre vie soit conditionnée par la maladie. Oui. Voilà, donc les prochains jours vont être intéressants, parce que c'est vrai qu'il y a des puissances d'argent qui sont derrière le tout médical, le tout médicament, le tout vaccin. Et puis, il y a des gens libres qui veulent pouvoir embrasser leur grand-mère, qui veulent pouvoir manger la bûche tous ensemble à Noël. Et moi, je pense que ça sera. Tu sais, là, je voudrais revenir justement à cette histoire de la bûche où on met. Moi, j'avais encore une meilleure solution, tu sais. Hein. On faisait monter par l'ascenseur la bûche. Les grands-parents prenaient leur morceau de bûche et balançaient le reste de la bûche par la fenêtre et on essayait de le rattraper en bas, tu vois. Là, on était vraiment. Là, on était au top, hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, ça faisait du sport en même temps, du coup, quand tu essayais d'attraper. Quand t'es en bas, t'essayes d'attraper le reste de la bûche que les grands-parents t'envoient du... Bien, c'est quand même une... Non, mais j'ai cru que c'était une farce, moi. Je passais, j'entendais ça, j'étais dans mon bureau, puis après, je passais. Et quand ça a été dit, j'ai cru que c'était une farce. Au début, que c'était un sketch. Et après, on m'a dit, non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui l'a dit sérieusement, ça. Le fait de se séparer, et si on rejoint tout ce qui a été dit sur le moral, je sais que là, il y a des tas de grands-parents qui sont hyper mal de pas, parce que la visio, c'est très bien. L'avantage, c'est qu'il y a des tas de gens qui se sont mis à Zoom, à WhatsApp, à tout ça. On a fait un saut faramineux sur la technologie parce que, voilà, on en avait besoin. Mais quand même, enfin, moi, je sais que j'ai mes petits-enfants, ils ont fêté leurs 2 ans, là, les petits jumeaux, et quand ils soufflent leur gâteau sur WhatsApp, c'est pas la même chose que si vous êtes là, quoi. Et c'est hyper important d'être là. Alors, le coup de la bûche, mais j'ai vraiment cru que c'était un machin genre Groland, quoi. Et après, on m'a dit, non, c'est vrai, c'est quelqu'un de sérieux qui l'a dit. J'ai dit, non, mais là, on touche le fond, quoi. Un médecin, en espérant que c'était un vrai celui-là de médecin. C'est pas comme certains qui se disent médecins et ou certains journaleux qui voudraient avoir plus de savoir que des médecins patentés qui ont de la littérature derrière eux et de l'expérience. Oui, tu les vois, ils sont sur les plateaux de télé, hein, et ils ont derrière eux une multitude de bouquins, ils ont une bibliothèque derrière eux. Je sais pas s'ils ont tout lu, mais enfin, en tout cas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que vu que toi, Sabina, tu es quand même... mais j'invite tous les gens à lire, parce qu'il y a de la littérature pour s'informer. Oui. Il y a effectivement des livres qui sortent. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec ce qui est marqué dedans. Hein. On est bien d'accord, il faut que chacun garde son libre arbitre. Mais aller s'informer, que ce soit sur par exemple, YouTube, sur les livres, sur certaines conférences en ligne, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai été effarée, puisque bon, je pense qu'on en parlera éventuellement du film Hold Up. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Le problème n'est pas là. C'est que moi, j'ai entendu des journalistes le descendre, y compris sur des chaînes qui d'habitude sont assez sérieuses, en disant bon, je l'ai pas regardé en entier, hein, mais vraiment, il y a que des contre-vérités dedans. Et moi, je sais que je l'ai envoyé. Mon fils m'a renvoyé un article du Monde. Le Monde, qui normalement est quand même une référence en la matière, c'était scandaleux dans le non-dit, dans les sous-entendus. Et par exemple, Le Monde, qui avait été incriminé vraiment nommément dans ce film, par contre, il n'y avait pas une ligne sur on va porter plainte pour diffamation et autres. Donc moi, j'invite les gens à se faire leur propre idée et donc de ne pas avoir cette pensée unique. Et pour avoir sa propre idée, il faut l'avoir vu, ce document, hein. Moi je pense qu'il faut l'avoir vu. Après je vous dis je pense que le montage est pas bon, je vois pas trop ce que les chauffeurs de taxi, j'ai rien contre les chauffeurs de taxi, mais je vois pas trop ce que ça venait faire en plus, par rapport, il y a plein de choses et j'invite les gens à aller sur Thinkerview sur YouTube où vous avez les interviews entières de tous les gens qui interviennent dans ce film. Donc sur 1 heure. Donc là, les gens ont le temps de développer leurs pensées et après, on peut se faire sa propre idée avec toutes les infos qu'on a.
Et je vous dis, moi, je suis pas à 100% pour, je suis pas à 100% contre, mais travaillez vos neurones, quoi, et essayez de voir et ne pas avoir uniquement la pensée. Je déplore qu'il n'y ait pas eu un vrai débat télévisé avec des gens d'opinions différentes. C'est facile de dire c'est du complot, ils disent n'importe quoi. Enfin, le professeur Raoult, je suis pas une aficionados du professeur Raoult, mais c'est quand même quelqu'un, il n'a pas 20 ans, il sort pas de la fac et il est quand même reconnu au niveau international. Alors maintenant qu'il y ait des erreurs, un chercheur fait forcément des erreurs, il dit peut-être des choses sur lesquelles il reviendra, mais que quelque part, je trouve déplorable qu'il soit vraiment obligé de s'exprimer quasiment en permanence sur YouTube pour avoir voix au chapitre, quoi. Et là, vraiment, allez-y, informez-vous, quoi. Et moi, tout ce que je vais dire, c'est pareil, c'est pas parole d'évangile, il faut le prendre. Et je pense que pour Olivier et Pierre-Henri, c'est pareil, que chacun mette en doute ce qu'il entend. C'est vraiment Olivier, oui. Il y a un grand physicien que j'aime beaucoup qui disait « Apprenez à penser par vous-même, sinon d'autres le feront pour vous ». Et aujourd'hui, en plus avec Internet, aujourd'hui c'est devenu facile. C'est vraiment important de s'informer, de comparer et de ne pas céder à la pensée unique. Et je crois que c'est le mal le plus terrible en fait de notre société actuellement, c'est ça, c'est la pensée unique. On n'a pas le droit de penser différemment, sinon c'est la catastrophe. Donc on a un cerveau, on n'est pas des moutons, donc faut réfléchir, faut s'informer, faut s'intéresser, faut comparer, faut penser. Voilà, faut utiliser notre cerveau. Exactement. Faut utiliser notre intelligence. On a aussi de l'intuition. Donc tout ça mis ensemble, on peut arriver à des choses importantes et à se faire notre propre idée valable pour nous. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, parce que je me rappelle d'une réflexion de Gaulle à cette époque-là. Il disait le Français, tant qu'il a sa baguette, sa voiture et sa télé, on n'obtient rien de lui, quoi. Si on commence à le bouger, d'abord on l'a vu avec les gilets jaunes, qu'on a commencé à toucher un petit peu au prix du carburant, c'est ma bagnole, donc là ça commence à bouger. C'est pareil, si tu bouges un peu sur la télé, là aussi ils leur suppriment des programmes, entre autres, j'en donnerai pas de programme, mais la télé-réalité, si tu les supprimes, ils sont morts là, ils ne voient que par ça. Hein. C'est ça le problème. Hein. Il faut réussir à les faire bouger chez les Français. Hein. C'est ça. Mais après, chacun est libre de bouger ou de ne pas bouger. Exactement. Mais il y en a plein qui sont prêts à ne pas bouger. Hein. Tout à fait. Après, c'est la responsabilité. C'est-à-dire si j'ai eu cette réflexion-là, on bougera au moment du vote des élections de bulletin dans l'urne. Il sera pas trop tard? Bah oui, c'est un peu loin. Hein. Oui. Pierre-Henri, oui, par rapport justement au document Hold Up. Alors, merci Hervé de parler de ce documentaire. Je savais qu'il allait sortir et dès qu'il est sorti, je l'ai téléchargé. Et en fait, 24 heures plus tard, il était supprimé de la plateforme. Donc, il y a vraiment un souci concernant l'information et j'apprécie que pardon, tu aies fait l'émission ce matin sur le sujet parce que il y a une vraie censure de l'information ici dans notre pays. On le voit avec Facebook, on le voit avec YouTube, on le voit donc avec la plateforme sur laquelle Vimeo, sur lequel le documentaire Hold Up était proposé. Donc voilà, on est théoriquement le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, etc. Mais dans la réalité, la liberté, c'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça. La liberté d'être informé, la liberté de savoir ce qui se passe réellement, elle n'est pas vraiment là. Donc on doit être acteur par rapport à l'information, parce qu'il faut savoir que sur les grands médias qu'on dit mainstream, il y a vraiment une pensée unique. Ces gens se connaissent, ces gens sont d'accord sur plein de choses, ils ont un certain angle de vue des choses. Et le souci, c'est que ils ont beaucoup de poids et ceux qui ont une pensée différente du système, entre guillemets, ces gens-là, on ne leur donne pas la parole. Et quand ils prennent la parole sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes vidéo, eh ben, les vidéos sont retirées. Donc il y a une vraie police de l'information ici en France. On pourrait penser que c'était dans les années 40 que l'information était contrôlée, mais non, l'information est encore contrôlée. Dieu merci, il y a des moyens quand même d'avoir des informations par les livres, par
par des médias alternatifs, etc., qui prennent des risques, parce qu'on voit bien que les professeurs qui se sont exprimés sur le sujet, qui n'étaient pas dans la pensée unique, ils ont eu de gros soucis. Et donc le professeur Raoult est poursuivi, le professeur Perron, je viens de l'apprendre ce matin, il est poursuivi aussi. Il y a vraiment une oppression de la liberté de penser ici en France, qui n'est pas ce qu'elle était dans les pays soviétiques, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même problématique. Et le film Hold Up, il est vraiment... alors, il y a peut-être des excès qui sont donnés, mais le traitement qui a été réservé aux producteurs, et moi je le connais, le producteur de ce film, Pierre Barnier-Réas, il a vraiment mis ses deniers dans cette production, et que 24 heures après la production, le film soit censuré et qu'il puisse pas rentrer dans son argent, ça pose quand même problème, tu vois. Donc c'est un peu comme si pour sortir un film sur un certain sujet, on dit ah ben non, finalement le sujet que vous traitez, il est un petit peu trop favorable aux femmes, il est un petit peu trop favorable aux minorités, il est un petit peu trop favorable aux catholiques, donc on va pas vous permettre de sortir ce film. Tu vois, ça pose un peu problème sur la liberté de penser qu'on peut avoir dans notre pays. Moi, je pense que cet épisode du Covid, il est révélateur d'un tas de failles de notre société sur lesquelles on peut réfléchir. Sabina, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et effectivement, moi, ce qui m'a gênée... Alors, la chance qu'on a eue, mais j'ai une interrogation sur le sujet, oui. C'est que moi je l'ai vu via un lien qui m'a été envoyé. Donc l'avantage, c'est qu'avant qu'il soit retiré, il y a effectivement des gens qui l'ont téléchargé et ça a pu être viral dans le bon sens du terme pour le coup. Et mais ce qu'il y a, c'est que moi je sais que la première fois on m'a envoyé un lien, il était désactivé effectivement. Donc je l'ai eu par un autre biais, je l'ai diffusé moi-même. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout pour dire... Et d'ailleurs, j'avais accompagné en disant aux gens, voilà, j'aimerais que vous me donniez votre ressenti par rapport à ça. Alors, je l'ai fait dans le groupe de thérapeutes auquel j'appartiens, je l'ai fait à ma famille, je l'ai fait à des amis. Et ce que j'ai aimé, c'est que les gens avaient des réactions relativement modérées. Contrairement à « Ah non, c'est à jeter, c'est vraiment... tout est à jeter ». Alors, c'est vrai qu'il y a une sociologue qui, à un moment, a un peu des réactions. Mais c'est pareil, c'est pour ça que je répète que je suis allée voir certaines des interviews entières sur YouTube. Et là, c'est intéressant d'avoir les gens qui développent leurs pensées. Parce que Douste Blazy a dit qu'on l'avait piégé, etc. Bon, je pense qu'il a eu des pressions. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'au montage... Ardisson était très doué sur le sujet à l'époque. On peut faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites. Tiens, pour revenir justement à la personne que tu parlais là, ce monsieur, cet ancien ministre, lui, non seulement il a signé, il a vu les rushs, il a vu le montage final, et après ça, il dit ah bah non, j'ai pas dit ça. En gros. Mais je pense que tous autant qu'ils sont, ils ont des pressions. Ben justement, le docteur Perron, moi je l'ai vu sur une info au Québec, où il disait que de toute façon, il n'allait plus s'exprimer. C'était sans doute la dernière fois parce que d'abord sa famille avait des pressions, lui aussi. Bon, qu'il estimait aussi avoir tout dit puisque depuis le mois de mars, il n'a pas vraiment changé d'avis, donc il n'y a pas lieu non plus, et que justement, il n'avait pas envie de vedettariat sur les plateaux. Et je pense qu'on peut être fatigué aussi de lutter à un moment, parce que lutter en permanence contre des murs, c'est compliqué, Donc là, effectivement, ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Bon, moi, j'avoue que j'ai une interrogation. C'est comment se fait-il qu'on arrive à trouver encore autant de choses sur YouTube, alors que YouTube fait quand même partie des GAFA. Donc oui. Là, j'avoue que c'est une interrogation que j'ai. YouTube, ça appartient à Google quand même. Voilà, en me disant, est-ce que finalement, il le laisse pour pouvoir dire qu'il y a quand même un peu de liberté, ou est-ce que il y a quand même, je sais pas. Ça, c'est une interrogation. Je pose la question et j'ai pas la réponse. Là, on a deux nouvelles invitées qui viennent d'arriver. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Bonjour Christine. Bonjour Hervé, bonjour à tout le monde. Vous êtes au taquet tous les deux. Oui. Alors, si je reprends un petit peu le déroulement du débat qu'on a depuis ce matin. Toi, Patricia, comment as-tu vécu cette deuxième vague, pour employer le mot comme tout le monde, enfin, ce qui est le besoin d'avoir deuxième vague, le mot, quoi. Et comment tu l'as vécu, ça ?
Eh ben, comme s'il n'y avait pas eu de deuxième vague, parce que j'ai continué de travailler. Alors bien sûr, j'ai limité mes déplacements personnels. Je continue de me protéger pour des raisons personnelles également. Pas plus de demandes en cabinet pour l'instant, parce que j'ai l'impression que mon ressenti n'est pas unique. Je pense que c'est aussi le ressenti de beaucoup de personnes. Comme on peut aller travailler, comme les enfants peuvent aller à l'école, peuvent être gardés, il y a quand même une continuité, une normalité qui est là. Donc, oui, c'était pas pareil que le premier confinement, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout pareil. Et mais quand même, c'est vrai qu'il y a toujours ce climat anxiogène. Je vois les personnes que j'accompagne depuis plusieurs mois qui ont été contaminées par la Covid en mars dernier et qui ont toujours les séquelles. Je vois dès qu'il y a des annonces, aussitôt, ça relance des vagues d'anxiété pour elles. Moi qui crois souvent les gens, je les trouve beaucoup plus aigris qu'au printemps. Est-ce que c'est aussi le climat, la saison qui fait que... Peut-être aussi. On sait qu'en hiver, c'est pas favorable pour entretenir un moral au top. Aujourd'hui, il fait gris, il fait froid, il y a du vent. On a eu les premiers jours du Covid, les premiers jours du confinement, oui. On avait un beau temps. Je me dis, ça se trouve, on va avoir un beau temps, comme en mars. Ça va être formidable. Et puis quand même, l'hiver reprend le dessus. C'est vrai que déjà, les humeurs ne sont pas les mêmes selon qu'on est en été ou en hiver. Oui. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus accentué. Après, moi, je suis assez surprise quand même. Tout le monde met son masque, tout le monde se lave les mains. Je pense qu'il y a quand même c'est acté. On a l'impression que c'est acté. Je vois les enfants, maintenant, ils ont des masques. Ils trouvent ça normal. Oui. Mon petit-fils, s'il me voit avec un masque, il trouve ça normal que j'ai un masque. Oui. Et dans certaines écoles, les enfants pleurent parce qu'ils ne voient pas de masque sur le visage des personnes aussi. Ça aussi, ça les traumatisme, tu vois, quelque part. Oui. Alors, moi, je continue d'intervenir dans les maternelles. Et dans les maternelles, seuls les adultes ont des masques et les petits n'en ont pas. Et je vois, ils ne peuvent pas s'empêcher quand même. Ils sont très tactiles, les enfants. Et alors, autant pendant le premier confinement, on les avait privés de ce côté tactile dont ils ont tant besoin. Il y a eu des souffrances. J'ai eu quelques enfants quand même qui ont été impactés par ce manque de contact. Et là, voilà, le naturel reprend le dessus. Même moi, quand j'arrive, ils me prennent aux jambes. Je peux pas les repousser. Donc après, je me lave les mains, j'ai mon masque. On évite quand même un contact trop près du visage. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin absolument de ce contact, les enfants. Et je pense qu'on l'a beaucoup trop minimisé pendant le premier confinement. Oui, on les a trop oubliés. Alors, c'est vrai que c'est tactile. Il n'y a pas de moyen d'autre expression pour certains enfants que le toucher, ils palpent. Oui. Et je vois pendant les séances, donc c'est des petits groupes, et je vois pendant les séances, il faut qu'ils se collent l'un à l'autre, il faut qu'il y ait un contact, qu'ils touchent l'épaule. Alors, ils s'embrassent peut-être moins qu'avant, mais voilà, il y a besoin vraiment du tactile et c'est naturel chez eux. Effectivement, c'est un moyen d'expression. Bon, tu sais, en collège, la distanciation, ils ne connaissent pas non plus. Oui, c'est difficile. Je vais te dire, non, ils sont en train de chahuter dans la cour de récréation, on les voit, il n'y a pas cette distance. Oui. Et toi, Christine, bonjour Christine. Bonjour. Rebonjour. Toi, alors, ce deuxième confinement, explique-nous un peu. Et ton ressenti au niveau professionnel aussi. Oui, disons que le deuxième confinement, je dirais un peu comme tout le monde, ça a été beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Alors évidemment, tout le monde rentre dans la normalité. Alors qu'est-ce que c'est la normalité ? Aujourd'hui, c'est porter des masques. Aujourd'hui, c'est prendre plus soin de tout ce côté santé. C'est important, bien sûr. Mais d'un autre côté, on parle peu du système immunitaire, on parle peu de choses qui sont les plus importantes, je dirais, puisque c'est en fonction du système immunitaire. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous en aviez parlé, et tout ça c'est mis de côté, et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que une bonne santé, ça passe aussi par une santé morale. Oui, on en a dit tout à l'heure avec Olivier. Par rapport aux émotions, par rapport à tout ce qu'on vit, et en fonction de ce qu'on est, puisqu'on n'est que de l'énergie, en fonction de ce qu'on est, on va aller prendre en face la même chose et puis vibrer de la même manière. Et évidemment, donc je rejoins Pierre-Henri aussi là-dessus, si on se met au même niveau vibratoire que
ce cher virus, eh bien, on va être susceptible d'attraper ce virus. Oui, on va dépérir moralement, on dira. Voilà, et puis à un niveau vibratoire aussi, être capable de pouvoir attraper. On dit souvent j'ai attrapé telle chose ou telle chose, mais c'est l'inconscient, mais c'est aussi ça, quoi. Comme je disais, je sais plus quel médecin il y a quelque temps nous affirmait que la première guérison c'était d'abord le moral. Le moral, ça joue beaucoup au niveau hospitalier. Bien sûr, oui. Et sinon, au niveau professionnel, c'est resté. Je dirais que ça a repris un peu avant le reconfinement, et puis. Mais c'est surtout les gens que tu accueilles, c'est des suites du confinement. Ils ont des séquelles, ça reste. Plus sur les jeunes, oui, je rejoins les jeunes. Restent assez sensibles, et après les personnes âgées aussi ont peur d'être contaminées, de contaminer leur famille. Évidemment, ça reste problématique, mais c'est tout ce côté anxiogène sur la maladie qui fait que c'est terrible de vivre dans la peur comme ça, alors que c'est la peur qui va nous inciter à aller à nous mettre en vibration avec ce virus. Alors c'est complètement c'est fou, quoi. Oui. C'est fou. Patricia, toi, au niveau professionnel, alors, tu accueilles des nouvelles personnes qui arrivent suite à cette deuxième vague de confinement. Comment ils ont vécu ça? Oui, pour le premier confinement, et pour le deuxième, non pas tant que ça, c'est d'autres pathologies, c'est d'autres troubles. Oui. Mais je vois, par exemple, j'avais un jeune en septembre, quelques jours avant la rentrée, il n'était pas sorti depuis le mois de mars. Et il faisait un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, c'est-à-dire qu'il n'ose plus sortir de chez lui. Et donc, il a pu ressortir, et depuis, voilà, ça va beaucoup mieux. Le syndrome de la cabane, tu peux nous expliquer aux auditeurs, c'est quoi? Eh bien, on a été protégés, on a été enfermés dans un genre de cocon. Oui. Alors, en plus, sur des sujets déjà qui sont fragiles, à l'adolescence ou à la grande adolescence, parce qu'il a une vingtaine d'années, mais pour moi, c'est un adolescent plutôt qu'un jeune homme. Eh bien, c'est vrai qu'on a déjà un mal-être. Je l'ai constaté aussi avec un autre jeune homme. J'ai eu plus de jeunes hommes que de jeunes filles concernés par ces troubles-là. Des jeunes gens donc, qui ne sont pas tout à fait à l'aise dans leur corps avec les transformations physiques, avec la sexualité qui est réfrénée aussi, parce que ça, on n'en parle pas. Mais alors avant, c'était sortez couvert. Maintenant, c'est sortez et couvert et masqué. Et puis, ne vous touchez le moins possible. Donc, c'est vrai que ça coupe les relations, oui, c'est... Et on oublie ça, parce que les jeunes, il n'y a pas que les relations sexuelles, mais il y a la relation tactile aussi. Oui, tout à fait, il y a la relation tactile, oui. Il y a le flirt, il y a le fait de pouvoir s'approcher. Ça crée des frustrations, ça crée des incompréhensions, ça crée des frayeurs, ça peut même créer des phobies. Donc ça prend des ampleurs quand même assez lourdes de conséquences pour eux. Et donc ces jeunes gens-là, donc je continue de les accompagner, parce que ça crée... alors un jour, ils vont sortir, ça va très bien, et puis le doute revient. En fait, ça fait émerger des troubles qui n'auraient pas apparu sans le Covid. Ces troubles-là seraient peut-être passés inaperçus, et c'est des personnes quand même qui sont fragiles à la base. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des nouveaux troubles ? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'aventurer à donner des diagnostics ou à donner des avis. Sans le Covid, tu crois qu'il n'y aurait pas eu ça ? Il n'y aurait pas eu ces troubles-là ? Alors, je pense que ces troubles, ils les avaient en eux, ils les auraient vécus peut-être plus ou moins normalement. Ça a été exacerbé par le fait d'être confiné, d'être coupé des relations. Et je vois ce qui ressort à chaque fois de ces jeunes-là, c'est on s'ennuie, on est à la maison, on n'a pas le droit de sortir, on ne peut plus aller au club de sport, on ne peut plus se voir, on se voit qu'au lycée, on ne peut pas se toucher. Et en dehors de ça, puis bon, ils respectent quand même le confinement et la cellule familiale aussi. Ils le font aussi, et pour eux, mais aussi pour la cellule familiale, parce qu'il y a toute la famille qui serait impactée s'ils désobéissaient. Et des nouveaux troubles, je pense que c'est des personnes qui étaient déjà fragiles à la base, et ça a renforcé cette fragilité. D'accord. Et puis toi, donc, au niveau, là, ton ressenti de tous ces gens-là? Oui. Tu as vu aussi apparaître des nouveaux, entre parenthèses, des nouveaux cas qui n'auraient pas apparu s'il n'y avait pas eu le Covid? Ah oui. Reviens devant ton micro, s'il te plaît. Pardon. Oui, il y a forcément des choses comme ça qui reviennent.
en général, de toute façon, tous les gens qu'on voit autour de nous, ils sont beaucoup plus sensibilisés à cette peur. Et la peur, évidemment, ça engraine des idées, des actions différentes. Sous le coup de la peur, on l'a vu dans les grandes surfaces, par exemple. Les gens qui ont peur, ils sont capables de faire n'importe quoi. Hein, et puis, évidemment, on a peur de manquer de nourriture. Hein, alors, on va se jeter sur la nourriture dans les grandes surfaces. Oui. Alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait réagir, mais ça c'est comme ça. On peut pas le. C'est la peur du manque. C'est la peur du manque. C'est des choses qui reviennent. Et cette peur-là, elle a surgi par rapport. On l'a déjà vu avant quand il y a eu des grèves de transport et autres. C'est pareil, les gens se jettent sur la nourriture parce qu'il y a une peur derrière. Et cette peur, elle est induite aussi par les médias, par tout ce qu'on entend autour de nous, et tout ce côté anxiogène qu'on vit à longueur de temps. La première des choses qu'on devrait faire, c'est déjà arrêter la télé et ne plus regarder constamment les informations pour éviter ce côté anxiogène qu'on reçoit malgré nous. Ce qu'il y a de bien à la télé, toi, c'est les titres. Moi, je regarde les titres. Une fois que j'ai les titres, je vais voir l'information ailleurs. Chez les gens, moi, voilà. Oui. Donc, ça me prend 30 secondes. En 30 secondes, je sais ce qu'il y a. Donc, après ça, je m'en vais ailleurs chercher l'information. Oui. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas, parce que la grand-messe du 20h, franchement, tout ce qu'on est là, la grand-messe du 20h, pour les gens, c'est quelque chose d'exceptionnel, on est d'accord, hein? Hein? Je suis... Vous êtes d'accord avec moi? La grande messe du 20h, comme on dit, hélas, oui, c'est le hélas, mais c'est ce que les gens prennent pour la sainte pensée, la pensée bien dit de ce qui est véhiculé. C'est triste. Tes prévisions. Alors, toi qui vois l'astrologie, comment tu vois le futur? Au mois de décembre. Je dirais qu'on peut tous guérir, on a tout ce qu'il faut en nous, mais il faut juste changer de façon de penser, de façon d'être. Alors évidemment, ça paraît facile comme ça, mais la première des choses, c'est déjà se recentrer sur soi, hein, et arrêter d'écouter déjà tout ce qu'il y a autour de nous, se faire notre propre pensée. Tout à fait. Hein, donc ça, c'est important. Et puis après, pour aller se ressourcer, il y a des choses simples. Hein, commencer par déjà faire des choses qu'on aime. Hein, donc ça nous fait monter en vibration, ça nous fait monter en énergie. Et du coup, quand on monte son niveau vibratoire, évidemment, on est au-dessus de cette énergie anxiogène. Et il y a quelque chose que Patricia, elle ne va pas me contredire, quelque chose que l'on aime, c'est une bonne marche en forêt, n'est-ce pas, Patricia? Une bonne marche en forêt, surtout maintenant, on a le droit d'aller un petit peu plus loin et plus longtemps. Donc, sortir 3 heures jusqu'à 20 km autour de chez soi, 3 heures, on a le temps de faire une belle balade vraiment ressourçante. Oui. Pas la faire au pas de charge, hein, mais vraiment en profiter, s'arrêter, regarder, écouter. Pour ceux qui savent méditer, on peut se mettre debout au milieu de la forêt et puis écouter, se poser, respirer et puis accueillir. C'est encore le temps des champignons? On peut encore cueillir des champignons? C'est encore la période? Olivier, c'est encore la période des champignons? C'est fermé là. En fait, cette année, j'en ai pas vu beaucoup moi cette année. J'en avais trouvé beaucoup plus l'année dernière, mais là, en fait, il a fait trop humide au moment où c'était le bon moment. Et trop chaud au moment. Voilà. Toi, Patricia, comment tu vois le futur? Allez, on peut partir à partir de Noël. Comment tu vois les choses? Alors moi, je suis une éternelle optimiste. Donc c'est vrai que à partir de Noël, de toute façon, comme dans n'importe quelle époque, l'hiver en général, on a toujours les maladies. Hein. Hormis le Covid, on avait les gastro, qui se sont allégés puisque les gens ont découvert le savon et qu'ils pouvaient se laver les mains, ça c'est essentiel. Pour beaucoup, oui, ça a été une découverte. Hein. Le savon. L'hygiène. Aller aux toilettes et se laver les mains derrière, il y en a qui ne connaissaient pas. Donc c'est vrai que ça a quand même beaucoup changé. Se laver fréquemment les mains tout au long de la journée fait que, quand on touche les choses sont un petit peu plus propres. Et donc, il y aura les grippes, il y aura les maladies habituelles qu'on peut rencontrer l'hiver. Alors, moi, je suis mitigée avec le vaccin parce que, étant optimiste, je me dis, s'il y a un vaccin, effectivement, ça peut changer le cours des choses. Nous, on est dans des pays quand même où on a le confort, on a le savon déjà. Il y a des pays où il n'y a même pas l'eau pour se laver les mains.
Donc c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu plus loin et que les pays qui n'ont pas les mêmes structures hospitalières pour recevoir, qui n'ont pas l'alimentation, effectivement, les vacciner, ça les protégerait. Alors après, il y a toujours les écoles, ceux qui sont contre les vaccins, ceux qui sont pour les vaccins. Mais en attendant, certains vaccins, quand même, si on les avait pas faits, on aurait peut-être tous la polio, on aurait peut-être la tuberculose, on aurait peut-être développé des maladies. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faut pas jouer l'obscurantisme avec les vaccins. Et il faut savoir accepter. Alors après, effectivement, on peut se poser la question de cette rapidité de découverte des vaccins, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un vaccin qui est proche de la grippe et on a des connaissances là-dessus. On a déjà des expériences qui ont été faites avec des vaccins, donc ça a été peut-être plus facile à mettre en place que pour le vaccin contre le HIV qu'on attend toujours depuis. Et puis toi, Pierre-Henri, comment tu vois le monde de l'économie de demain avec justement le Covid? Parce que tout l'argent qui est distribué généreusement, il va falloir un jour le rendre quand même. Oui, je pense qu'on va devoir changer beaucoup de choses dans notre façon de fonctionner du futur, parce que même s'il n'y a plus le virus, je pense qu'il va rester des traces. Et donc notamment sur le travail à distance, il y a des gens qui ont découvert, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés de le télétravail alors. Oui, absolument, le télétravail. Et moi, je me rends compte que avant, on faisait des rendez-vous en physique, en face à face, et donc il y a le temps de déplacement, comment dirais-je, l'essence, voilà, les risques qu'on prend sur la route. Et on a découvert de plus en plus les téléréunions, et ça fait gagner un temps fou. Donc on peut davantage aujourd'hui travailler depuis chez soi. Et c'est un avantage. Mais je vois aussi Tout le monde n'est pas d'accord avec toi dans le studio, hein. Oui, parce que si on regarde le temps perdu dans les bouchons chaque jour, voilà, si on peut s'éviter un petit peu de déplacement, c'est pas forcément négatif. Mais je pense que voilà, on est dans ce que cette crise va provoquer des changements dans la société. On va plus voir les choses de la même façon. Alors évidemment, il y a tout l'aspect médical dont on va voir les effets, notamment avec le vaccin. Peut-être on en parlera, mais sans doute Olivier sera plus à même d'en parler que moi. Mais voilà, il y a des relations qui vont changer, il y a une façon de fonctionner qui va changer, et nous, comme on est des gens positifs, on voit le bon côté des choses. Et moi, j'aimerais bien que les gens prennent conscience que il y a besoin de travailler sur soi. Donc, ça peut être un travail psychologique, ça peut être un travail aussi sur l'alimentation, parce que cette crise, elle a montré une vulnérabilité tant psychologique que au niveau sanitaire, et il y a des choses qui doivent changer. Voilà. Si à chaque fois qu'il y a un entre guillemets gros rhume, c'est pas un gros rhume bien sûr, mais je mets entre guillemets, on est obligé de se confiner, on est obligé de mettre des masques, on est obligé d'arrêter de travailler. Je veux dire, c'est pas jouable sur le long terme. Donc je pense que cette crise, elle doit nous pousser à des changements sur notre façon de penser, notre façon de nous alimenter, notre façon d'interagir les uns avec les autres, sur le système aujourd'hui médico-pharmaceutique qui veut toujours faire plus d'argent et avoir toujours plus d'emprise sur nos vies. Donc voilà, il y a des choses qui doivent changer, parce que clairement, tel qu'on est aujourd'hui, les bases d'une hygiène de vie, les bases d'une hygiène de pensée, les bases d'un système économique tourné vers l'humain, c'est pas vraiment en place, hein. Alors donc, si on veut parler du nouveau, de comment bien se nourrir, et puis on parlait aussi du vaccin, et tu peux nous en parler, toi, Olivier? Oui, alors vas-y. Il y a des informations sur les vaccins, effectivement. Oui. Il y en a 4 des vaccins
4 vaccins différents pour le coronavirus. bien Oui. sûr. Le premier, on pourrait dire, c'est le vaccin traditionnel, c'est les Chinois qui l'ont fait, c'est Sinopharm. Donc c'est le vaccin traditionnel, c'est le virus qui est inactivé et qu'on injecte. Donc, Oui. c'est la façon classique de faire des vaccins. Comme on a toujours connu les vaccins. Exactement, entre comme on parenthèses. a toujours connu. Oui. Après, Ensuite, il y a d'autres oui. vaccins plus expérimentaux qui ont été mis au point. Il y a celui de AstraZeneca, par exemple, où là, ils jouent un peu plus. Ils utilisent un virus de singe, un adénovirus de singe, et dedans, ils ont mis de l'ADN du coronavirus. Oui. Et c'est ça qu'ils nous injectent. D'accord. Donc, ça va stimuler aussi le système immunitaire, mais là, c'est un peu plus expérimental. Oui, oui. On a un petit peu moins de recul sur ce genre de choses. Et il y a aussi le vaccin de Sanofi, qui est aussi un peu classique. C'est on prend une protéine qui appartient au virus Oui. et on injecte cette protéine. Donc le système immunitaire va se développer, va interagir contre cette protéine. Oui. Contre On va le faire virus. des anticorps, entre Voilà, on va parenthèses. faire des anticorps. Oui. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'assez classique. La nouveauté, par contre, c'est le vaccin de Pfizer, BioNTech. Voilà, Pfizer, ce Et là, fameux vaccin. Voilà, le fameux, qui en fait n'est pas tout à fait... Transgénique, on dira. Voilà, c'est pas un vaccin, en fait, c'est une thérapie génique. Parce que là, on va injecter des ARN messagers, donc c'est une sorte d'ADN. Et là, on manipule de l'ADN. Comme on fait pour les légumes, alors. Exactement, comme les OGM. D'accord. Exactement, c'est le même principe. Sauf que c'est fait à grande échelle, c'est fait sur nous, en l'occurrence. Oui, sur l'humain, bien Et sûr. là non plus, il n'y a pas vraiment de retour. On n'a même pas les études des laboratoires qui ont été diffusées. Il n'y a que des communiqués de presse. Et voilà, on va tester ça sur nous, puis on va voir ce que ça donne. Et au niveau de l'alimentation, comme il en parlait, Pierre-Henri. Oui, Alors, on est ce qu'on mange. Donc, Oui, on est ce qu'on mange, oui. Si on mange mal, forcément, ça ne peut pas aller bien. Donc c'est vraiment, je crois que le coronavirus va avoir vraiment mis l'accent sur l'importance du système immunitaire et donc sur l'importance d'avoir une alimentation correcte, une bonne hygiène de vie. Il y a plein de facteurs qui vont pouvoir influencer le système immunitaire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc l'alimentation en est un. Oui, vas-y. L'alimentation en est un, il faut des protéines, il faut des bons lipides, pas des mauvais lipides. Les bons lipides, ce sont des lipides insaturés, c'est pas les lipides saturés comme on trouve dans le lait ou dans la viande. Il en faut quand même, mais il faut vraiment mettre l'accent sur les lipides de qualité, limiter les glucides, le sucre nourrit la maladie par exemple. Donc voilà, surveiller notre façon de manger des crudités, manger des aliments vivants, et limiter les aliments morts, faire attention à la façon dont on fait cuire les aliments pour préserver les vitamines, les minéraux, pour préserver les acides aminés, des protéines. Donc il y a vraiment une réflexion importante à avoir sur l'alimentation, c'est le corps est fabriqué avec ce qu'on mange. Donc s'il n'y a pas tout fonctionnera pas. Et avec les temps qui courent, on n'oublie pas aussi de se faire plaisir de temps à autre. Exactement, la frustration, ça va être contre-productif. Donc il faut s'autoriser aussi des repas plaisir. On va sortir un petit peu du bon repas, mais ça doit rester occasionnel ces repas. Tout à fait. Même si c'est pas en famille, même si c'est restreint, on se fait quand même un petit peu plaisir. Patricia, je vois que tu n'étais pas au niveau des vaccins. Dis-nous un petit peu. Je vois que tu faisais un peu certains gestes. Attends. Oui, vas-y. Quand on nous dit que ça a été inoculé aux singes, on peut se demander après, est-ce qu'on va pas se transformer, nous, on va pas retrouver nos origines. Tout à fait. Et c'est vrai. Alors après, je sais que dans les vaccins, il y a aussi un autre composant, et ça, tu me diras, Olivier, si c'est l'excipient. Les adjuvants. Les adjuvants, c'est parfois les allergies ou les Oui, c'est surtout ça qui est à craindre, c'est les adjuvants. Oui. C'est celle d'aluminium ou des trucs comme ça qui est à l'intérieur. Oui, les adjuvants sont importants parce qu'en fait, c'est eux qui vont en fait générer une petite inflammation locale. Ils vont stimuler plus le système immunitaire pour l'amener justement à prendre en compte le vaccin, ce qu'on lui apporte. Donc il faut ça irrite un petit peu. Et c'est là l'intérêt des adjuvants. Et c'est aussi leur inconvénient parce que ces adjuvants, c'est des produits toxiques. Donc on parle souvent, c'est de l'aluminium, on en parle beaucoup dans les vaccins. Oui. Et l'aluminium est impliqué aussi dans la maladie d'Alzheimer, dans beaucoup de pathologies. Donc c'est ce qui questionne beaucoup sur certains vaccins qui vont contenir des adjuvants qu'on voudrait éviter. Alors après, comment on pourra savoir est-ce que c'est une politique d'État, est-ce que c'est une politique médicale, locale, de médecins carrément, puisqu'on a le choix, ou est-ce que nous, on pourra dire je veux celui-là ou celui-là? En théorie, on pourra choisir, mais en pratique, on choisira parmi ceux qui sont disponibles. Et ils ne seront pas forcément tous disponibles. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai entendu un reportage, j'avais un reportage, et j'ai eu une personne bien intentionnée qui faisait partie du corps médical qui me disait, ils ne disent pas personnellement à moi, mais qui disait j'attends que le vaccin de l'Institut Mérieux sorte pour moi me faire vacciner. Qu'est-ce qu'il va avoir de spécial ce vaccin de l'Institut Mérieux?
Ah, celui-là, je le connais pas. Non, Je je sais pas pas, dire. moi non Il y a plus. la garantie Pasteur, quoi. C'est quand même. Oui. C'est un vaccin français. On a quand même un cahier des charges sur tous les vaccins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent tant de temps à délivrer le médicament sur le marché. C'est parce qu'ils sont vraiment. Je pense qu'ils sont beaucoup plus sérieux. C'est anciennement le laboratoire Pasteur. Oui. C'est une garantie quand même pour nous de. Ça sera un vaccin français. C'est pas pour ça que ça sera le meilleur, Oui. hein, mais au moins ça sera français. Alors oui, ce que voulait peut-être dire cette personne, c'est qu'elle aura les garanties. Voilà, quand ils sortiront le vaccin sur le marché, c'est qu'il sera garanti. Oui. Parce que jusqu'à l'heure, tous les laboratoires, tous les vaccins qui sortent, ça a été dit, hein, c'était bien dit au niveau de nos gouvernants, les laboratoires ne reconnaissent nullement les effets secondaires. Hein. Mais non, parce qu'ils n'ont pas. C'est normal, puisque il n'a pas été expérimenté. Les effets secondaires, on les connaît à partir du moment où on a un retour. Bien sûr, on sait que c'est Et là, injecté. Hein. Et là, donc tous les mois, en fait, avant c'était tous les 6 mois, il devait faire un rapport. Alors je sais plus, hein, c'est un petit peu technique, un rapport à la commission des médicale. Oui. Tous les 6 mois, il devait faire un rapport. Voilà, on a enregistré tel signe, tel signe, tel signe. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des listes incroyables dans les boîtes. Mais là, on n'a pas le recul puisqu'on l'a jamais fait. Et les laboratoires, eux, se dégagent des effets secondaires. Oui, oui. En plus, ils ont demandé à l'État de prendre en charge les assurances s'il y avait des effets secondaires. Et les effets secondaires. Oui. Et tous les mois, donc, ils devront faire un rapport tous les mois pour rapporter, ben voilà, madame, enfin, il y a eu un cas de ci, il y a eu un cas de ça. Et ça va changer comme ça. Oui. Moi, je voulais dire qu'il y a deux problèmes par rapport au vaccin. Le premier, c'est que si on se fait vacciner, on n'a pas une certitude à 100% qu'on n'attrapera pas le Covid. Donc ça, c'est déjà la première chose. Si on pensait que le vaccin, c'était 100% efficace, ça serait super, on se ferait tous vacciner, même si y a des effets secondaires. Mais là, non seulement on est vacciné, donc on a pris peu des risques parce que effectivement il y a des effets secondaires, mais la chose c'est que on n'est pas garanti qu'on va pas attraper le virus. Et Olivier disait très bien que ce virus mute, donc on peut être vacciné contre une certaine variante du virus et attraper l'autre variante. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que si on est vacciné, on n'est pas, il n'y a pas une garantie qu'on n'est pas transmetteur du virus. Parce que peut-être qu'on ne va pas développer la maladie, mais on peut la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc cette vaccination, non seulement elle ne nous garantit pas à 100% qu'on ne va pas attraper le Covid, mais de deux, elle ne garantit pas non plus qu'on ne va pas le transmettre. Est-ce que ce qu'on appelle le porteur sain, non C'est pas encore ça? C'est pas cette définition-là? Je ne sais pas. D'accord. Patricia? C'est la même chose que pour le vaccin de la grippe. Hein. On sait très bien que le vaccin de la grippe, il est construit sur la souche de l'année d'avant. Et on ne peut pas savoir l'année en question si c'est avec la même souche ou pas, mais en attendant, elle a quand même protégé des vies. Le vaccin anti-grippe ne garantit pas. Il y a certains vaccins, effectivement, poliomyélite, etc., on est sûr de ne pas attraper la polio. Mais pour ce qui est de la grippe, tous les ans, c'est fait sur la souche d'avant. Donc, effectivement, l'année d'après, on ne sait pas quelle souche on a. Et on n'est jamais garanti de l'avoir. Mais par contre, si on a cette grippe-là, les effets seront atténués. Et la grippe, elle tue quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Donc après, je pense qu'après, c'est un débat personnel. C'est à chacun de voir quel est son intérêt à se vacciner ou pas, quelles sont ses convictions. Après, je pense que c'est vraiment personnel. Et puis, pour l'instant, on ne parle pas qu'il pour le cas de la polio, comme tu disais, c'est un vaccin obligatoire. Tout à fait, oui. Comme le tétracoque, oui. Voilà. Et donc, des T-polio, tétracoque, il y avait des maladies. On a quand même, il y a des enfants qui ont, quand on voit la mortalité infantile d'il y a 50 ans, enfin, pas 50 ans, plus que ça maintenant. Et maintenant, bon, il n'y a pas les mêmes pays. Et il y a des pays, justement, pourquoi en Afrique, on fait des campagnes de vaccination, c'est pour protéger aussi ces enfants-là, parce qu'il y avait une grosse mortalité infantile. Mais après, le débat du vaccin, je pense que tant qu'il n'est pas obligatoire, je pense que ça devient personnel. On ne nous oblige pas à nous vacciner contre l'hépatite. Après, à chacun de voir pourquoi on le fait ou pas. Christine, oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, moi je dirais que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est commencer à travailler un peu sur soi,
et aller déterrer un petit peu nos peurs pour vibrer beaucoup plus haut. Alors tout à l'heure je parlais de différentes choses comme faire des choses qu'on aime, mais il y a aussi de la musique, les fréquences, hein, certaines fréquences nous permettent aussi de vibrer autrement. Il y a des tas de choses qui existent qui nous permettent simplement, même sans investir, hein, des musiques, des fréquences spécifiques, il y en a sur YouTube. Prendre soin de soi, avoir une bonne alimentation, c'est à nous que ça revient. Boire, il y a des choses tout simples, hein. Regarder des films qui font rire plutôt que des films qui détruisent moralement. C'est des choses toutes simples. C'est vibrer, vivre. Vivre, ça comporte des risques, mais si on est positif, on peut essayer de passer cette barrière-là. La positive attitude. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est ça qui fait vibrer haut. Olivier, comment tu vois l'avenir, si je peux le dire? Une prise de conscience, à mon avis, qui était assez importante. Déjà, au niveau pollution, il y a eu une évolution intéressante sur l'année 2020. La pollution globale a nettement diminué. Donc ça, je dirais, c'est un des points positifs. Et on a aussi appris qu'il faut réfléchir, qu'il faut se documenter, qu'il ne faut pas prendre toutes les informations qu'on reçoit pour argent comptant. Oui. Et ça, pour moi, c'est très positif. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, on va rester quand même plus vigilant. D'accord. Patricia, à ton tour maintenant de dire un petit peu. Effectivement, je rejoins Olivier sur ce point de vue. On a eu quand même des sur soi, sur prendre soin de soi, prendre soin des autres, une ouverture différente. On était enfermés sur soi avec nos propres convictions et ça a beaucoup chamboulé les convictions de tout le monde, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, humain, familial. Et les prises de conscience qu'il y a eu, il faudrait qu'elles continuent et qu'elles ne rechutent pas, qu'elles ne tombent pas quand les choses vont bien. Il faudrait qu'on essaye de continuer de préserver un peu plus cette planète, de préserver un peu plus sa famille, les liens autour de soi, les liens humains, et puis continuer de progresser. Et c'est pas inutile, hein, ce qui s'est passé. C'était vraiment une alerte, à croire que comme si l'univers avait tiré la sonnette d'alarme. Trop c'est trop. Et puis on a vu toutes ces. Alors on les a moins vus là avec le deuxième confinement, mais quand on voit le premier confinement où là il y avait beaucoup moins de trafic de voitures, de bateaux, de trains. Quand on voit qu'il y avait des cétacés qui n'apparaissaient plus et qui sont venus dans le port de Sète, c'est quand même exceptionnel. Que des espèces d'oiseaux ont pu se renouveler alors qu'elles étaient en voie d'extinction à cause de l'homme. Voilà, il faut toutes ces prises de conscience qu'il y a eu, il ne faut pas qu'elles soient vaines et il faut qu'on continue de travailler dessus et que voilà, toutes les personnes qui seraient décédées du Covid ou des suites du Covid ne soient pas des morts pour rien et que voilà qu'on écoute ce message profond qui nous est arrivé et qu'on en fasse quelque chose de bien sur toute la planète. Dans 20 jours, c'est Noël. Oui. Ce sera un petit comité. En petit comité. Ce sera un petit comité, on s'embrassera pas et puis prise de conscience aussi au niveau des cadeaux. Là, en ce moment, on parle du Black Friday. Oui. Les gens qui n'ont pas consommé. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Là, c'est vrai qu'on sortait beaucoup moins faire les courses, donc j'ai beaucoup moins cette accoutumance à la consommation. Et j'aimerais bien que, voilà, on consomme pas pour rien. Et les jouets, c'est pareil. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir 50 000 jouets. Alors, peut-être que les commerçants qui m'écoutent vont me lyncher en sortant, mais voilà, on n'a pas besoin non plus de surconsommer et Après, toute cette pollution, faut y penser. Quand il y a des plastiques partout, c'est pour aller dans les océans ou c'est pour polluer. Je me souviens, il y a 2 ans de ça, c'était avant, hein, quand on pouvait voyager. J'étais dans le détroit d'Oman, je faisais une randonnée en canoë-kayak et régulièrement, on ramassait des sacs plastiques qui flottaient. Et un petit peu plus loin, il y avait les dauphins qui nous faisaient des petits coucous en nous remerciant. Ça, c'était avant, ça. C'était avant. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment, toutes ces prises de conscience qu'on a eues, il ne faut pas qu'elles soient vaines et il faut vraiment continuer de les appliquer. C'est pas parce que y aura le vaccin et qu'on aura peut-être plus cette maladie qu'on va retourner à l'état où on était avant. C'est vraiment une alerte. Il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir quel monde on veut laisser. Alors pas à nos enfants, pas à nos petits-enfants, mais à nos arrière-petits-enfants. Il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là. Et je pense que cette maladie-là, elle a été une alerte
pour qu'on en prenne conscience. Et je recroise ce que disait tout à l'heure Christine, au niveau de la surconsommation, pour employer le mot que tu dis. La Noël, ça va être... Il faut consommer, mais pas surconsommer. Voilà, la Noël, ça va être encore des tonnes de cadeaux inutiles, des choses que les enfants... L'autre jour, je passais dans la rue, il y avait les encombrants, le nombre de jouets qu'il y a sur le bord de la route, enfin, c'est... Et après, ça va où ? C'est pour faire de la place pour les nouveaux qui vont arriver. Mais voilà, c'est tout à fait ça. Et après, il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'on a besoin d'autant de choses ? Mais bon, on est en voie de progression. Il faut qu'on continue. On va positiver. On va positiver. On va dire que voilà, on va essayer de faire mieux. Christine. Oui, écoute, la positivité, oui, c'est vraiment très important. Et continuer à avancer sur cette voie. S'enrichir, mais s'enrichir aussi en soi, vraiment être soi. Être soi, c'est de travailler déjà un petit peu sur soi, comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et alors, c'est un petit peu de développement personnel, mais sans aller très loin, déjà nettoyer en soi ce qui ne va pas pour pouvoir vibrer plus haut. Je reviens toujours à ça, mais c'est vrai que c'est très important puisque c'est ça qui nous permettra de ne plus être sur la même énergie que ce corona ou d'autres maladies. En fait, ça s'applique pour tout. Et passer par une bonne alimentation, passer par des choses différentes, ne plus écouter les informations toxiques, faire sa propre opinion. Et donc la musique aussi, mais penser à l'amour. L'amour, c'est quoi ? C'est l'amour de soi d'abord pour pouvoir le donner aux autres. Et simplement déjà chez vous, combien de fois, depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas dit je t'aime à votre enfant ou fait un câlin même si on peut pas s'embrasser ? Ça, c'est des choses qui font vibrer l'amour. C'est ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle émotionnelle. Donc il faut commencer par aller chercher des choses qui existent, qui sont là, qui sont disponibles pour nous. Et ça, c'est disponible, c'est là tout le temps, mais on l'utilise pas. Sabrina, alors toi ? Moi, je souscris complètement à tout ce qui a été dit, bien sûr, que ce soit au niveau économique et tout. Comme je suis une râleuse tonique, je vais évoquer les points qu'on n'a pas pu évoquer. Par exemple, on n'a pas du tout parlé des EHPAD et des personnes âgées, où là, je trouve qu'il y a des choses absolument scandaleuses. Et j'ai des cas concrets qui m'ont touchée de très près, où en fait, tout simplement, j'ai envie de hurler, tout en étant positive, mais justement. Après, il y a aussi le monde du travail qui m'inquiète, parce que tu m'as vu réagir quand Pierre-Henri a encensé un peu le télétravail. Moi, je nuancerais, parce que c'est une très bonne façon de casser le collectif. Le collectif a déjà beaucoup été cassé dans les entreprises avec des évaluations individuelles, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être l'ancienne syndicaliste qui parle, mais par exemple, j'ai hurlé quand moi, mon fils a eu le Covid, il l'a su parce qu'il était porteur sain, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi un asymptomatique, etc. Oui. Il a fait le test parce que son coloc a été obligé de faire le test avant de prendre un nouveau boulot. C'est-à-dire que moi, j'ai connu la génération au début du sida où, vent debout, les employeurs voulaient savoir si les gens étaient séropos et on a réussi à ne pas donner les certificats médicaux. J'ai une amie, sa DRH lui a imposé de donner la première feuille de l'arrêt maladie, ce qui normalement est confidentiel et ils ne doivent pas l'avoir. Sauf que vous êtes pris entre deux feux. Comment refuser ? Vous avez besoin de votre boulot. Donc c'est pour ça que le mot vigilance... Alors, à la fois au niveau économique, au niveau de l'amour avec les gens. Moi, je suis désolée, à Noël, je vais embrasser les gens, etc. J'ai toujours embrassé les gens qui avaient envie de le faire. C'est-à-dire que je suis respectueuse des gens qui ont besoin ou envie de se protéger. Par contre, les gens, on s'est embrassés et on a eu du bien, on s'est fait du bien en s'embrassant, etc. Donc, à chacun de se faire en fonction aussi de sa propre image. Moi, j'ai reculé 2 rendez-vous parce qu'il y avait une dame de 84 ans qui a un cancer et j'ai une dame de 93 ans
qui est forcément fragile parce qu'elle vit seule, etc. J'ai annulé mes rendez-vous, j'y suis pas allée parce que je suis pas non plus folle. C'est vrai que je suis complètement sur le niveau vibratoire, sur le fait de vivre, de remonter son système immunitaire. Maintenant, il y a des risques à pas prendre et à ne pas faire prendre aux autres. Mais qu'on laisse les gens être intelligents et responsables, de la même manière que les personnes âgées, si à 100 ans, ils ont envie de fêter les 100 ans avec leurs enfants et que les enfants choisissent de venir s'ils ne sont pas fragiles ou quoi, mais qu'on les laisse, quoi, qu'on n'attende pas. Là, moi, j'ai quelqu'un, on a attendu qu'il ait le Covid. Résultat des courses, il n'a même pas pu voir tous ses enfants parce que, il est mort avant même. Est-ce que c'est pas scandaleux, ça ? Vous voyez, c'est là. Alors, c'est pour ça que je suis la râleuse tonique. Ceci dit, je vais très bien. Autour de moi, je fais beaucoup de bien. Ça nous rassure. Parce que tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir cette pêche ? Bon, voilà. Après, il faut se faire du bien. Et effectivement, je regarde très peu la télé depuis le mois de mars. Et je m'en porte très bien. Je vous assure qu'on survit sans regarder la télé. Bon, je passe la parole à Pierre-Henri. Pierre-Henri. Alors, moi, 3 choses. La première, c'est que on a besoin de prendre soin de soi et d'écouter Vive FM et de partager de bonnes ondes, c'est important pour la santé. Donc ici, nous, on essaie à Vive FM d'être positif et de partager des choses qui font du bien. La deuxième chose, on n'en a pas parlé, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que si tu prends ce qui s'apparente à un médicament, mais qui en fait n'est pas un médicament, tu vas mieux parce que tu penses avoir pris quelque chose qui te fait du bien. Je pense sur l'histoire de la vaccination, les gens qui pensent que la vaccination c'est une bonne chose et qui se sentent mieux après avoir été vaccinés parce que ça les soulage d'une peur ou autre, qu'ils aillent se faire vacciner. Donc voilà, il faut pas négliger le fait que même si le vaccin n'est pas efficace, le fait que la personne ait été vaccinée, ça peut lui faire du bien rien que par cette injection. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut pas nier que cet épisode nous a un petit peu fragilisés. Et ici, autour de toi, Hervé, il y a des personnes qui peuvent nous aider dans ce moment difficile. Donc Olivier pour tout ce qui est de l'aide de la naturopathie. Je pense Patricia pour la sophrologie. Je pense à Christine pour l'hypnothérapie. Je pense à Sabina pour le coaching. Moi, je propose des séances de méditation de pleine conscience. Donc, il y a ici, à l'antenne de Vive FM, des intervenants. Je pense à Marie-Céline. Il y a d'autres personnes qui interviennent ici et qui font découvrir un peu leur univers. Et donc, quand on est fragilisé, il n'y a pas de honte à se faire aider, à apprendre des bonnes pratiques. Et en ressortir plus fort et meilleur. Voilà, donc continuez à écouter Vive FM et les chroniqueurs. On est là pour faire du bien, pour partager des bonnes pratiques et rester fidèles à l'heure du crème. Voilà qui est dit. Eh bien, je vous remercie. Vous avez pu participer donc à ces 2 heures, 2h15, il faut le dire. Et même si c'était très rapide et très court à la fois, on espère vous avoir informé sur justement ce confinement et puis ce Covid, et puis ce qui nous attend aussi au niveau de la vaccination. Une seule station. Tous les hits. Ma radio. Vive FM.